j'étais jeune et que j'étais dans des clubs de sport, j'entendais les types dire on n'est pas des tapettes, on n'est pas des PD. Donc le contre-modèle absolu du sportif, c'est l'homo. Le football, ça reste un carré vert pour tout le monde. Quand il y a des débordements homophobes, évidemment, on les voit beaucoup plus que dans d'autres sports. Moi, j'hésite encore à emmener mes enfants au Parc des Princes. Le but du supporter, c'est d'insulter l'autre pour que le joueur soit moins bon. Il n'y a de problème que parce que des gens souffrent. C'est juste pas possible qu'il n'y ait aucun joueur qui soit homosexuel dans toutes les grandes équipes de foot. Pour mon livre, j'ai interviewé une grande star du football français. Ce type-là souffre au quotidien de propos homophobes. Alors, lui, il gagne des sommes folles chaque mois, c'est une star adulée, il en souffre. Alors, je me mets à la place du petit adolescent qui est en province dans un tout petit club. Lui, il doit juste vivre l'enfer. Les gars ont commencé à clairement dire, aussi bien dans les médias qu'au coach, ben voilà, moi je veux pas jouer que le PD. C'est tellement intégré dans l'inconscient collectif que dire PD, c'est pas grave, qu'il faut recentrer tout ça, qu'il faut déconstruire tous les clichés, tous les stéréotypes par rapport à l'homosexualité. S'ils sont pour ou contre le fait que tous les couples puissent se marier, une grande majorité de Français dit oui. Bon. Et donc les choses bougent en quelques années. En 10 ans, en 15 ans, j'ai le sentiment que les choses ont beaucoup bougé. On est comme dans une espèce de climat où tout le monde se dit tout va mieux, tout va bien. Bien sûr que les choses vont mieux. Entre l'époque où j'étais jeune et aujourd'hui, tout a changé. En 50 ans, il y a eu une vraie évolution dans les mentalités. Les Français sont extrêmement ouverts d'ailleurs. Il y a une minorité qui se radicalise parfois, mais comme elle se radicalise sur le racisme, sur l'antisémitisme, c'est toujours comme ça. Mais globalement, la majorité des Français a beaucoup avancé. La majorité des Français est loin d'être homophobe. Et la majorité des Français est pour l'égalité des droits. J'avais remarqué dans des générations plus anciennes, je découvrais des gens très surpris d'imaginer qu'il y ait des sportifs homo. Comme si de toute leur vie, ils avaient considéré que si on était sportif, on n'était pas homo. Et qui ne s'étaient jamais posé la question et qui ont l'air d'être très surpris, un peu déstabilisés par l'idée. Et ça, c'est je pense, moins présent dans les jeunes générations parce qu'il y a eu la télé, parce qu'il y a eu une avancée quand même de la société sur la question. Le monde de la télévision, le monde de la communication a beaucoup aidé à ce changement et qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les Français et globalement dans les sociétés occidentalisées ont beaucoup évolué et que parfois, leur classe dirigeante, que ce soit au niveau des dirigeants politiques, mais des dirigeants sportifs, pour revenir au milieu du sport, eux n'ont pas autant évolué que leur propre base. Une des difficultés, je trouve, des questions de l'acceptation de l'homosexualité, c'est peut-être, même le terme vient peut-être même du terme homosexualité, c'est-à-dire de tout ramener à la sexualité. Quand un de mes copains disent oh, tu as rencontré machin, mais c'est un PD. Insupportable. Je leur dis mais je ne te réponds pas. Et les gens qui me disent ça sont pas des homophobes. Mais quand même, donc je ne sais pas où est la limite au niveau de la définition. Mais je pense que il y a l'humour, il y a ce qu'on ressent profondément, il y a l'éducation. Il y a des tas de milieux qui sont fermés, les milieux professionnels, peut-être plus que le monde du sport. Il y a certains milieux professionnels où c'est absolument impossible pour quelqu'un de faire comprendre qu'il est homo, qui vit avec quelqu'un du même sexe, parce que ça va être une foule de problèmes. Mais il y a une révolution culturelle encore à accomplir, et notamment dans le monde du sport, parce que le monde du sport, c'est justement un lieu de formation, un lieu très populaire. Quand vous avez des groupes d'hommes, que ce soit par exemple l'armée, la police, le football, enfin des sports qui sont pratiqués uniquement par des hommes, il y a une homophobie latente, rampante, qui existe depuis la plus tendre enfance, parce que quand vous avez 8-10 ans, dans les vestiaires, vous dites on n'est pas des PD, vous ne savez même pas ce que ça veut dire, mais ce sont les adultes qui le disent, donc vous répétez ces choses-là. Et c'est une homophobie latente qui existe depuis l'enfance et qui va durer jusque dans les tribunes des supporters. PD, c'est la première insulte qu'on entend en termes de récurrence dans une cour de récréation.
un gamin, quoi. Une cour de création, on entend PD. C'est employé sans forcément qu'on sache exactement ce que ça veut dire. Alors même si l'intention au départ est pas forcément homophobe, le résultat est le même. C'est un mot qui, pour la plupart des gens, est rentré dans un genre de langage courant, malsain, mais c'est du langage courant. Mais derrière tout ça, effectivement, il y a une vraie discrimination et une vraie violence verbale et morale. Et donc c'est vraiment condamnable, parce que c'est pas un mot qui est balancé comme ça, de manière simple et finalement anodine. C'est quelque chose qui est... Malheureusement, il y a beaucoup de choses derrière, et c'est des choses qui sont très très moches. Nous, on fait vraiment la différence entre les propos à caractère homophobe et l'homophobie réelle. C'est-à-dire que les chants homophobes ou à caractère homophobe qu'on peut entendre, ou les banderoles, ne sont pas forcément de l'homophobie réelle. Simplement, nous, notre action, c'est d'expliquer aux gens, et Dieu sait qu'il y a un travail d'éducation à faire à tous les niveaux, que ce soit supporters, aux présidents, aux entraîneurs, c'est que les propos à caractère homophobe sont de l'homophobie. Le fait de pouvoir exprimer des injures comme ça homophobes fait que le monde du sport, et en particulier le monde du foot, est un monde interdit, entre guillemets, aux homosexuels. C'est-à-dire où ils sont rejetés, c'est-à-dire où ils n'ont pas leur place. Or, c'est archi faux. Il y a énormément de joueurs homosexuels dans tous les sports et dans tous les clubs, mais ce sont des gens qui vivent pas très bien leur présence au milieu des autres, parce qu'ils sentent qu'ils sont rejetés. Il y a un vrai problème par rapport à la nudité et par rapport à ces discriminations, c'est que, par exemple, vous avez des joueurs qui déclarent « Moi, je veux bien jouer avec un gay, mais je prends pas ma douche avec. » Sous-entendu, un gay, ça va forcément sauter sur tout ce qui bouge. Mais ça, c'est surréaliste, mais ça, c'est des clichés tellement forts. Et les hétéros sont tellement persuadés, même s'ils ont un gros ventre et qu'ils sont moches, qu'on va forcément leur sauter dessus. J'ai compris que c'était terminé, peut-être 2 ou 3 mois après que tout le monde savait que j'étais homosexuel. J'ai pu m'en rendre compte assez rapidement aux entraînements, quand des joueurs souhaitaient plus trop jouer avec moi, sans le dire officiellement, mais on sentait qu'ils parlaient à l'entraîneur, et après, dans les douches, qui subitement soit se lavaient après moi, avant moi, ou alors ils gardaient le caleçon, et voire même le short pour certains. Là, j'ai senti qu'il y avait un gros problème, parce que ce gars-là, ça faisait 10 ans que je jouais avec lui, on prenait notre douche, voilà, il n'y a pas de souci avec ça, et subitement, on voit vraiment une cassure. La plupart des gens vous disent que, voilà, qu'il n'y a pas d'homosexuels dans le football, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y en ait plus ou moins, mais il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Effectivement, le football, c'est le reflet de la société, donc il y a autant d'homosexuels dans le football que dans d'autres domaines d'activité. Mais c'est nié complètement. Le monde du sport vivait ou vit dans une envie de ne pas en parler. Et ça, c'est choquant. C'est-à-dire qu'on peut parler de ça comme du racisme, comme de la violence dans les stades, c'est une question du monde sportif qui doit être débattue comme les autres. Une sorte de lâcheté et un rêve c'est un peu Disneyland. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, pour certaines personnes, voilà, on est entre hommes, entre guillemets, donc il n'y a pas d'homo parmi nous. Et voilà, donc c'est une espèce de vision idyllique et irréelle du monde. Il y a surtout une vraie chape de plomb sur les sportifs aujourd'hui qui fait que dévoiler son homosexualité relève du défi. La seule sportive connue, on va dire, qui a dévoilé son homosexualité en France, c'est Amélie Mauresmo. On se souvient du bruit que ça avait fait à l'époque, et notamment des joueuses de tennis, ses adversaires qui ont pu dire on comprend un peu mieux pourquoi est-ce qu'elle s'en sort bien dans le classement. Sous-entendu, parce qu'elle serait lesbienne, elle serait un peu homme, et donc elle serait un peu... Enfin, vous voyez tous les sous-entendus qu'on peut dérouler à travers ça. Pareil aujourd'hui dans le foot ou dans le rugby ou dans d'autres sports, un homme qui annoncerait son homosexualité serait pas réellement homme. Enfin voilà, il y a tous ces préjugés. Quand on voit quand même certains sportifs qui se font taxer d'homosexualité et qui ont besoin de faire des communiqués de presse pour démentir, vous savez, si on vous traite d'hétérosexuel, vous n'allez pas faire un communiqué pour dire non, je suis pas hétérosexuel, je suis homosexuel. Donc on voit quelque part qu'il y a quand même vraiment un problème, et que se faire taxer d'homosexuel quand
quand on ne l'est pas, on devrait se dire, bon voilà, c'est des insultes, il y en a plein et on n'aurait pas forcément besoin d'avoir un communiqué. Une personne qui est gay, qu'elle joue en équipe de France, à partir du moment où elle fait du sport, ce qu'on regarde, c'est son niveau de jeu. Après, sa préférence sexuelle ou sa préférence, ça nous regarde pas, quoi. Franchement, ça ne devrait rien avoir. La sexualité du joueur et son efficacité sur le terrain, ses qualités sportives, devraient avoir rien à voir. Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas cette situation-là. Quelle serait la réaction des staffs des grandes équipes pro si jamais un joueur était amené à... parce que on prenait l'exemple d'Amélie Mauresmo tout à l'heure, le tennis, ça reste un sport individuel, donc c'est pas la même problématique que dans les sports collectifs. Voilà, on peut se retrouver dans des situations qui sont différentes. Et paradoxalement, plus le sport est médiatisé, voilà, plus les tabous sont grands. Le milieu du football est un milieu qui est ce qu'il est, mais c'est un milieu sportif où la règle de base c'est de jouer. Enfin, voilà, l'important pour un joueur c'est d'être titulaire. Donc pour être titulaire, faisons le moins de vagues possible. Du fait que cette inégalité en droit, ça institutionnalise et ça renforce aussi ce sentiment de supériorité d'une orientation sexuelle, d'une sexualité vis-à-vis d'une autre, etc., etc. Donc tous ces éléments mis bout à bout font que, oui, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne disent pas ou ils n'assument pas leur homosexualité tout simplement parce qu'ils ont honte d'être ce qu'ils sont, parce que toutes les images que leur entourage, volontairement ou involontairement, leur envoie d'eux, c'est des sous-citoyens, des sous-hommes, etc., etc. Une personne professionnelle, je pense qu'elle a un acquis. Elle a un acquis, donc elle est là, elle est professionnelle. Et je pense que faire son coming out, c'est vraiment très dur. C'est vraiment très compliqué parce que ça peut être pour elle la dure loi de la réalité, hein, une descente aux enfers après. Derrière. Je me suis vraiment rendu compte que vraiment dans ma tête, j'allais un peu exploser. Hein. C'est-à-dire qu'au moment que mon petit copain de l'époque, avec qui je joue au foot, il a préféré arrêter notre relation, concrètement, lui voulait, comme il disait tout le temps, redevenir normal. C'est là que j'ai vu que j'étais amoureux. C'est là que je me suis dit, ah, je crois que tu es amoureux d'un mec, donc c'est pas une amitié particulière, c'est vraiment que tu es homo. Donc c'est à partir de là que dans la tête, ça devenait super compliqué. Je venais de perdre aussi mon père d'une maladie, donc le tout fait que je ne supportais plus les insultes dans les stades, quoi, sur les terrains de foot de PD, de Tarlouse. Je supportais plus, donc c'est à partir de là que vraiment il y a eu l'envie d'essayer d'en parler, puis de me faire, surtout d'intégrer ma différence via ma passion, parce que j'en étais incapable de le dire à ma famille et à mes amis. Donc je me suis dit, si ça se passe bien avec mes potes du foot, parce que c'est toute ma vie le foot, après ma famille vont le savoir et peut-être que ça ira mieux. Donc c'était via le sport, via la passion d'essayer de mieux m'intégrer, tout simplement. Je pensais que tout le monde le savait. Alors j'ai décidé d'essayer d'en parler progressivement, avec beaucoup d'humour, mais jamais en disant oui, je suis homo, quoi. Tout simplement en laissant supposer que, bon, ben, pourquoi pas, on aurait une aventure avec un mec. J'ai laissé le doute comme ça pendant plusieurs mois. C'est dans le vestiaire. C'est dans le vestiaire avec mes coéquipiers que j'ai laissé le doute de septembre à, on va dire, jusqu'à décembre. Et à un moment, on m'a vraiment posé la question. C'était l'entraîneur à ce moment-là. Et c'était avant un match. Avant un match, je lui ai dit. Je lui ai dit concrètement que oui, j'avais une relation avec un autre joueur de foot. Maintenant, avec le recul que j'ai, c'est même un peu de folie. Hein, c'est de dire, t'as fait une connerie de le dire. Ça, parce que la preuve, après, je pouvais plus jouer au foot et puis les gens ici se tournent des films. Je sais pas si c'est du courage ou un peu d'inconscience, mais il y a un moment, faut y aller. Ça a été long. Il a fallu plusieurs années. Progressivement, j'ai été mis sur la touche. Donc, je me suis retrouvé remplaçant, puis en équipe B, donc la deuxième équipe du club, puis l'équipe C, donc la troisième équipe du club. Alors, on dira que c'est une question de performance. On peut, dans le foot, qu'on veut pourrir quelqu'un, c'est assez simple. Hein. On dit que je suis pas bon. On me fait jouer pas du tout à mon poste, c'est-à-dire que j'étais un défenseur, on me met en attaque, on me met remplaçant, puis on ne te fait pas jouer, on perd ta licence, ça m'est arrivé aussi. Progressivement, on descend progressivement jusqu'à un moment à plus du tout jouer, se retrouver carrément sans équipe le week-end. Donc ça a duré plusieurs années. On a essayé avec la Fédération française de foot, avec le Paris Foot Gay, avec le FC Chaud, on a essayé des choses. Bon, mais je devais reprendre le foot là-haut.
Le président avait dit oui. L'homophobe qui m'avait insulté, attiré la rigot dans la presse, a dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui. Il avait réfléchi entre-temps. C'était une victoire, puisqu'il devenait moins ou plus du tout homophobe. C'était génial. Ça, c'était le point positif. Bon, le club a décidé autrement 2 mois après en refusant ma licence. Les quelques éléments qui me détestaient, qui étaient carrément homophobes, parce que c'est jamais tout le club, c'est jamais 100%, c'est toujours une minorité, eh bien, ils ont le dernier mot. J'ai longtemps regretté, et j'en avais parlé à M. Thirier, du fameux reportage que j'avais fait pour France 3, quand les caméramans étaient venus à l'entraînement, et là où je me suis fait insulter devant les caméras par un de mes coéquipiers homophobe. Et j'ai souvent regretté ce passage-là. Et une fois, j'en avais parlé à M. Thirier. J'ai dit, mais je regrette vraiment, parce qu'on l'a vu sur France 3 National. Et il m'avait dit, non, au contraire, on a vu le mal, on a vu ce qu'il fallait pas faire. Et on l'a montré aux gens que ça, c'était vraiment de la connerie. Arrêtez avec ça. Et il y a un moment, malheureusement, il faut y passer, quoi. Il faut être le contre-exemple pour essayer de faire avancer un peu le débat. L'idée de départ, c'est un constat. Le constat que être homo et jouer au foot, c'est pas forcément compatible. En tout cas, on a plutôt tendance à rester caché. Et puis on s'est retrouvés à plusieurs autour de ce constat et à se dire on va monter un club pas spécifiquement gay, mais enfin un club de foot qui annonce officiellement la couleur. On a monté à 2 en fait le Paris Foot Gay avec Bruno Laurent. On avait un peu le même parcours, le même âge. On était footballeurs provinciaux, montant à Paris. On a continué à jouer au foot dans des clubs traditionnels. Et puis un jour, on a découvert un club qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui est un club gay. Voilà. Et donc on s'est retrouvés là et on a trouvé ça super sympa. Enfin, on a pu vivre notre homosexualité sans avoir besoin de se cacher. Puis de là, l'idée a fait son chemin. On a quitté Arc-en-Ciel pour créer le Paris Foot Gay, qui est un club et une association surtout militante. Le Paris Foot Gay n'est pas, comme son nom l'indique, un club de foot gay, mais un club de foot où les gays n'ont pas besoin de se cacher. Il y a à peu près actuellement 70% d'hétérosexuels dans notre équipe. Et on voulait montrer par là que c'était simplement possible la cohabitation entre gays visibles et hétérosexuels. Et on a du mal à communiquer l'idée que le Paris Foot Gay, c'est une équipe de foot où jouent à la fois et ensemble des homosexuels et des hétérosexuels. Donc c'est ça l'idée. Et ça, je reconnais qu'on a beaucoup de mal et je ne sais pas pourquoi, parce que a priori on sait faire, on sait communiquer, mais donc à chaque fois, il faut recommencer l'argumentation. Mais c'est pas du tout du communautarisme. Au contraire, c'est faire jouer ensemble des personnes qui ont des orientations différentes. Ah bon, c'est ça. Donc l'assimilation du communautarisme est probablement notre plus grande difficulté. Et dans le championnat dans lequel on joue, puisque c'est un championnat qui n'est pas la FFF, mais qui est un championnat loisir francilien, alors au départ, les équipes se moquaient un peu de nous. Et puis la première équipe qui a pris 8-1 contre nous a moins rigolé à la fin du match. Et voilà, les choses sont faites aussi parce qu'on n'était pas mauvais sur le terrain et que les joueurs qui nous rencontraient sont aperçus qu'on était une bonne équipe et qu'il fallait compter avec nous. Et il y a eu une forme de respect qui s'est fait naturellement par le sport. À la création du Paris Foot Gay en 2003, en 2004, il y a eu une banderole, la première fois, une banderole homophobe au Parc des Princes. Et de là, on est rentré en contact avec le PSG. Et c'est comme ça que toute l'histoire a commencé. C'est entre guillemets grâce à cette banderole homophobe au PSG que l'histoire militante a vraiment débuté. C'est très important pour les associations telles que le Paris Foot Gay d'avoir des supports tels que le nôtre. Et à la fois, c'est du B2B, je veux dire, ça va dans les deux sens. On a besoin du Paris Foot Gay et quelque part, on se rend service parce qu'on partage les mêmes idées. Après, je veux dire, sa lutte, quelque part, est différente de la nôtre parce qu'on n'a pas la même vocation. Mais on se retrouve sur des points communs de travail. Quand on a créé le Paris Foot Gay, on s'est appelé PFG en faisant référence au PSG, en rigolant, en se disant on sait jamais, mais en pensant vraiment jamais qu'on travaillerait avec le PSG. Donc voilà, c'est des rêves d'enfants. J'ai rencontré Michel Hidalgo, tous ces gens-là. C'est des rêves d'enfants qui sont réalisés petit à petit. On se dit, bon, on franchit les étapes petit à petit et où s'arrêtera-t-on? Ce que je trouve génial, c'est qu'il y ait plein d'hétérosexuels. D'ailleurs, c'est la majorité, que ce soit Vika Jorasso, Alain Kézac, etc. Et tous les gens avec lesquels on travaille, Louis Nicolin, sont des hétérosexuels et ils nous soutiennent et ça les révolte aussi. On est heureux de vous accueillir ici. Namo, la raison de votre présence?
La raison de la présence, c'est la signature de la charte contre l'homophobie que nous avons fait il y a quelques années. Donc Bordeaux est maintenant le 6e club à signer cette charte. C'est très très important pour nous. Et moi, ça me tient à cœur parce que je suis de la région. On l'a conçu il y a quelques années, enfin il y a même 5 ans de ça, je pense, suite à un colloque qu'on a fait avec le réseau Fer à l'étranger, où il y avait eu une charte un petit peu comme ça qui circulait. On s'est dit, tiens, on va faire la même chose, tout simplement. Mais on l'a fait à notre façon. Elle dit une chose très simple, c'est reconnaître implicitement l'homophobie en tant que discrimination. Après, le reste de la charte, il y a soutien aux joueurs, il y a déclarer, nous référer les problèmes qu'il peut y avoir, il y a différentes choses. Mais moi j'ai envie de dire, le principal thème de cette charte, c'est de déclarer officiellement non, on n'est pas d'accord, non, on ne veut pas d'homophobes dans notre équipe, non, oui, on soutient les joueurs discriminés. On est quand même qu'à 8 clubs qui ont signé la charte contre l'homophobie, sur 40. C'est complètement surréaliste. C'est un bout de papier à signer. Pourquoi les clubs ne le font pas? Donc il faut tout simplement que les présidents de clubs comprennent une chose, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est que aider un homosexuel, simplement par signer une charte en disant « je suis contre l'homophobie », au même titre que je suis contre le racisme, c'est aider son joueur à avoir de meilleures performances. Et aider le joueur à avoir de meilleures performances, c'est aider son club à avoir de meilleures performances, tout simplement. Moi, ce que je souhaite à Pascal, c'est que tous les clubs fassent la même chose que nous. D'année en année, il arrive à séduire d'autres clubs. Moi, j'étais pas du tout fait pour ça, à la base. Moi, je suis plutôt quelqu'un de réservé et j'aurais jamais pu penser à un moment que je puisse faire ce que je fais actuellement. Simplement, il y a une chose qui me révolte, c'est l'injustice. Et le fait d'être homo, c'est vrai qu'on est sensible à sa discrimination, forcément. Mais je suis sensible aussi aux droits des femmes, au racisme. Mais forcément, je suis touché, moi, par... Moi, quand je vois encore aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous faites PD et OM, vous voyez des chants homophobes, qui est une marque de fabrique des supporters de l'OM, où, selon l'adversaire, on les traite de PD. Même si demain j'en ai marre et j'ai envie d'arrêter le pari-fouguier, quand je vois ça, je peux pas, ça me relance, parce que c'est intolérable. J'aime bien Pascal, je vais vous dire pourquoi. C'est un type qui sait où il veut aller, qui y arrive et qui met les moyens pour y arriver. La principale qualité de Pascal, c'est qu'il croit qu'il est footballeur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ça prouve au moins qu'il aime le foot. Il a un combat militant, qui est très très important, mais qui est en permanence relié à cet amour du football. Il a réussi en pointant les différents problèmes qu'il pouvait y avoir, que ce soit avec les supporters, voire avec les sportifs eux-mêmes, avec les footballeurs eux-mêmes. Il a sensibilisé, et je crois que c'était vraiment très très important, parce qu'aujourd'hui on voit que quand on parle de lutte contre l'homophobie, on a une vision beaucoup plus globale, et notamment dans ce milieu du sport, et ça c'est la mobilisation de Pascal et c'est la mobilisation de son association. Heureusement qu'on a des gens comme ça qui se battent, qui se mobilisent, et c'est ce qui fait qu'une ville comme la nôtre, que des quartiers peuvent continuer à tenir. Voilà, je crois que la force aussi de notre pays, c'est la puissance du milieu associatif qui contribue à tisser des liens et à lutter concrètement contre ce qui risque de miner notre société. Partie d'une équipe, on était un groupe d'amis, les parents d'élèves de Curie, et sur certains parents et certains joueurs qui sont venus jouer avec nous, ils ont eu quelques discriminations, et c'est parti de là où on a voulu créer le FC Bolène. C'est aussi un hétérosexuel qui monte un club de football et qui en a marre d'entendre ça aussi. Et que si lui ça le choque, il comprend encore plus que nous ça nous choque, quoi. Donc ça c'est ce qui est intéressant, donc que ce soit un hétérosexuel qui prenne la décision de monter un club pour lutter contre toutes les formes de discrimination et l'homophobie en particulier, parce qu'il s'est rendu compte, c'est un ancien joueur qui a été à moitié professionnel, que c'était une discrimination très prégnante dans ce milieu. Je trouve que c'est un super message d'espoir, quoi. C'est un peu le petit diamant de la boîte de Pandore, ce petit village de Bolène, parce que voilà, moi je suis impatient de voir ce match avec des joueurs qui jouent au foot et qui s'embarrassent pas de détails sur la vie sexuelle des joueurs, quoi. Et le FC Bolène, oui, c'est un gros
coin de ciel bleu, et des choses comme ça, il est en train de s'en passer de plus en plus. Pascal, il est sur les terrains de foot, ça doit être très bien de jouer au foot, mais moi je vais un peu dans les coulisses m'occuper d'essayer de voir comment les jeunes joueurs, comment les éducateurs se comportent, et essayer J'aime bien être en contact avec les gens qui se sentent un peu homophobes mais qui savent pas trop pourquoi ni où ils en sont sur ce point-là. Ça me plaît bien en tout cas. Il suffit juste d'en parler, quoi, ouvrir le débat, expliquer que non, dire tapette, tarlouse, c'est pas des mots à dire à des jeunes, parce qu'après à 20 ans, ce mec-là, il continuera à insulter tout le monde de tapette. Après, il y a les parents aussi. Hein. Moi, ça me surprend maintenant. Vous savez, le foot, ça évolue, mais mal, hein, j'ai le sentiment. Parce que quand vous allez voir des matchs le samedi ou le dimanche, voir des jeunes, même les parents, sur le bord de terrain, hurlent maintenant de plus en plus et ont des insultes de plus en plus, dont de tapettes, de tarlouses. Donc, c'est un petit peu surprenant de voir des parents dire ça devant leurs gamins. Ça vient de là aussi. Je pense que c'est un tout. Il n'y a pas que l'entraîneur qui serait mauvais, mais il y a aussi une question d'éducation chez les gens. C'est intéressant de réfléchir à la notion de norme, justement, et de faire comprendre aux jeunes, parce que les jeunes, ils suivent en général le cadre, la norme qu'on leur a donnée. Et pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup d'éducateurs, l'homophobie, c'est normal. En fait, ce projet éducatif, encore une fois, il ne s'est pas fait par hasard. Il s'est fait au fil du temps, comme l'histoire du Paris Foot Gay. À savoir qu'avec la LICRA, toujours avec le PSG, on a fait plusieurs opérations, soit dans le centre de formation, soit dans le lycée, pour parler de discrimination. Et à la fin, on parlait de l'homophobie. Et au départ, les premières questions arrivaient doucement, et puis au fur et à mesure du temps, les langues se déliaient, et il n'y avait plus que des questions sur l'homophobie, il n'y avait plus de questions sur le racisme, parce qu'en fait, le racisme, on sait ce que c'est, enfin tout le monde sait ce que c'est, mais l'homophobie, personne quasiment ne sait ce que c'est. Il y a des clichés tellement énormes, des stéréotypes, que voilà, les gamins, les éducateurs ont plein de questions à poser par rapport à ça. Donc l'idée a germé, naturellement, de se dire, mais le problème, il est là, en fait, c'est que personne ne sait ce que c'est, et qu'on est sur des peurs. Le projet de Be Yourself, c'est de dire non, la norme, c'est de lutter contre l'homophobie, la norme, c'est de lutter contre les discriminations. Et ça passe bien, c'est-à-dire que les jeunes, ils sont sans arrêt à la recherche de normes. Et si on leur dit que la norme, c'est pas d'être homophobe, mais de lutter contre l'homophobie, dans l'ensemble, ça passe assez vite, faut pas croire. Je veux dire, ils sont toujours contents de trouver une nouvelle norme, une nouvelle règle. Et si on leur explique que c'est ça la règle et qu'on leur dit d'une manière agréable, en général, ils adhèrent et ils sont prêts à partir sur cette nouvelle règle. Quand on est arrivé, on est parti regarder un petit théâtre sur le racisme et tout ça. Ensuite, on est parti jouer des petits jeux. On a joué au hockey, au handball. Et après, on s'est un petit peu opposé parce qu'on a transpiré aussi. Vraiment très sympa. Ça se passe vraiment très bien. Le tournoi est très bien organisé, ainsi que toutes les activités. La première, on l'a faite sur un terrain lambda, donc c'était tout simple. Et après, des années après, on l'a fait au PSG, et depuis, c'est récurrent et ça monte en puissance, donc ça c'est plutôt agréable. Et ce matin, ce qui était très très important pour nous, c'est d'avoir 360 adolescents qui sont venus de toute l'Île-de-France pour participer à ce tournoi et puis pour écouter ce qui s'est passé ce matin à l'auditorium, à savoir les forums contre la discrimination avec la troupe du théâtre. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes issus de la diversité, comme on dit, qui pratiquent le foot. Effectivement, j'ai des réactions quelquefois liées à la religion qui sont assez radicales, mais beaucoup moins à ce que je m'attendais finalement. Avant de me lancer dans cette aventure, j'avais un peu peur. Je me suis dit, oula, je vais vraiment m'affronter à du lourd, etc., etc. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'un jeune, c'est ce que je disais, il est à la recherche de règles, il est dans sa construction. Et quand quelqu'un vient vers lui et lui propose de réfléchir à des règles pour construire sa vie, pour mieux vivre avec les autres, etc. En général, ça passe plutôt bien. Enfin, je suis plutôt agréablement surpris par la façon dont le message passe, quoi. Évidemment, il y a des irréductibles, mais ça reste une minorité, globalement. Voilà. Je leur demande qu'est-ce que c'est qu'un bon joueur et qu'est-ce que c'est qu'une bonne équipe. Alors, ils fournissent plein d'idées, comme ça. Je remplis le tableau de tout un tas de choses. Et puis, évidemment, il apparaît des choses purement sportives, la force, la rapidité, etc., etc. Mais il apparaît très très vite aussi des valeurs humaines et aussi des valeurs sociales, c'est-à-dire que une équipe soudée, la cohésion, le fair play, le respect de l'adversaire, ils le disent spontanément. Et du coup,
je dis, on va garder ces mots-là, et puis on va maintenant essayer d'imaginer si la France, si la société était une équipe de foot, comment est-ce qu'on appellerait le fair play, par exemple? Et comment est-ce qu'on appelle le respect des règles dans une société, etc. Et donc, très rapidement, d'eux-mêmes, ils citent le respect de l'autre, les discriminations, les droits de l'homme, etc. Et ils sont partis d'eux. Ils sont partis du fait que tous les mercredis, je joue au football, etc. Et voilà, c'est pas moi qui leur dit, vous savez, c'est pas bien, il faut être comme ci, comme ça. C'est d'eux-mêmes qui se rendent compte que, oui, finalement, une société, c'est comme une équipe de foot, il faut respecter les règles et respecter l'adversaire si on veut que la société gagne, comme une équipe de foot peut gagner, que si elle est soudée. Un entraîneur de foot, on ne doit pas seulement apprendre à jouer au foot, il doit apprendre à respecter l'adversaire et respecter la personne qui s'assoit à côté de vous dans le vestiaire. Et c'est effectivement peut-être au Paris Foot Gay ou à d'autres associations de donner les outils à ces gens qui ne sont pas forcément formés pour ça. Le projet éducatif, il est tout simple, c'est de dire aux éducateurs, attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que vous êtes en train de provoquer des choses qui peuvent être incontrôlables et compliquées pour la structure mentale de certaines personnes. On éduque les gamins avec le sport énormément. C'est un milieu où justement ces questions-là doivent être posées, réfléchies, maîtrisées par les éducateurs, l'encadrement. Se dire comment on fait quand on voit une agression homophobe, comment on fait pour accueillir un garçon homo, et surtout pour ne pas soulever le problème avec ça, c'est-à-dire vivre tranquillement avec ça. Parce que même chez certains éducateurs, j'ai eu l'occasion d'en rencontrer quand je faisais le film, qui spontanément se sentent pas à l'aise avec la question. Les éducateurs sportifs, parce que on leur a dit un jour que le sport était porteur de valeurs, de citoyenneté, vivre ensemble, etc., etc. Ils se sentent vaguement investis de cette tâche, mais on leur a jamais dit vraiment comment faire pour faire passer ces valeurs, faire passer ces messages. Donc ils sont, comme justement les discriminations rentrent très en force dans le sport actuellement, et qui tient pas du tout les belles promesses qu'on attendait de lui, ils sont très très désemparés, et ils sont en général super contents qu'on leur explique un peu, qu'on leur donne des outils, des techniques, des moyens de comprendre ce qui se passe, de pouvoir réagir et essayer de redonner des valeurs au sport. Dans les grandes villes comme Paris ou Lyon ou Lille, peu importe, que les mentalités sont beaucoup plus évoluées. En province comme ici, il y a encore du retard. Il y a encore beaucoup de retard. C'est terrible à dire ça, mais c'est vrai, on peut le voir. Il suffit d'aller discuter avec les gens. On connaît trop peu d'homos dans le coin, donc on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, on critique. Ce que je souhaite, c'est que puissent se multiplier les liens avec les clubs amateurs et que le Paris Foot Gay puisse le plus possible intervenir auprès des clubs amateurs pour former les entraîneurs à ces enjeux-là. Voilà, vraiment faire en sorte que les valeurs qui sont promues aujourd'hui par le Paris Foot Gay puissent se diffuser dans les clubs qui jouent dans nos quartiers, où se forme une partie de la jeunesse de notre pays, et donc où l'enjeu est considérable, parce que c'est l'avenir qui se construit d'une certaine manière dans ces clubs-là et dans ces quartiers-là. Et ce qui m'a plu, justement, dans le Paris Foot Gay, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, pas d'abord, de faire jouer des homos entre eux, puisque d'ailleurs c'est une équipe dans laquelle il y a des homos et des hétéros, mais qu'il s'agit justement de faire reculer l'homophobie dans le sport, c'est-à-dire de s'adresser à l'ensemble des gens qui s'intéressent au sport pour faire reculer l'homophobie. C'est pas juste un club de gens qui veulent s'amuser entre eux pour jouer et être tranquille, mais mener ce combat, qui est un combat qui pour moi est un combat politique, qui consiste à lutter contre les discriminations, à lutter contre l'homophobie en particulier. C'est ça qui est extraordinaire et exemplaire dans le travail qui est mené par Pascal Brett. Pascal a créé un club qui s'appelait Paris Foot Gay, et que maintenant on travaille dans toute la France, donc on n'a plus besoin de s'appeler Paris, qu'on travaille dans tous les loisirs et tous les sports, donc on n'a plus besoin de s'appeler foot, et qu'on travaille sur toutes les discriminations, donc on n'a plus besoin de s'appeler gay. Et je crois que c'est pour ça qu'on a choisi Be Yourself, c'est pour se dire, voilà, le Paris Foot Gay, ça reste le centre, le cœur de l'histoire, mais on a été tellement bon, et surtout Pascal, parce que moi je l'ai rejoint il y a peu de temps, quoi. Il a été tellement bon qu'il a fini par dépasser le simple fait d'être le Paris Foot Gay, et c'est vraiment devenu un grand mouvement dans le sport contre les discriminations. Ça vaut
pour le respect de toutes les différences. Le respect de toutes les différences, c'est la valeur première du sport, et du foot en particulier, le respect de l'autre. Le sport, c'est un des exemples de... en tout cas, ça peut être un vecteur et un outil de vivre ensemble, et du coup, un vecteur et un outil de lutte contre la discrimination, et donc il y a un intérêt encore plus important. Comme grâce à l'école, on peut changer les mentalités, par le sport, je suis convaincu qu'on pourrait changer les mentalités. Mais pour ça, il faudrait peut-être plus d'implication des fédérations sportives, du ministère des Sports, pour justement faire sauter cette chape de plomb qui existe aujourd'hui, et puis permettre de faire évoluer les mentalités. Le foot, c'est le sport numéro 1. Voilà, ça c'est sûr, on ne va pas s'en cacher, c'est le sport primordial. Vous ouvrez l'équipe le matin, la première page, c'est le foot. Donc voilà, c'est pour ça que par le biais du foot, on peut dire vraiment beaucoup de choses. Vous avez aujourd'hui un vrai focus toutes les semaines, quand vous êtes en Coupe d'Europe, deux fois par semaine, en France, voire à l'étranger, sur ces problématiques. Et il ne faut pas les cacher comme certains clubs le font, etc., ou certaines personnes. Plus vous travaillez, et je pense plus vous êtes amené à faire évoluer la pensée des gens, à les faire réfléchir et peut-être améliorer leur comportement et à rattacher des groupes d'individus autour de valeurs. Le football, pour moi, c'est un des derniers lieux de vie, un des derniers lieux où il n'y a pas de différence sociale, où le riche joue avec le pauvre, où vous pouvez jouer à Sao Paulo, en Russie, en Afrique, partout, avec une boîte de conserve, avec une chaussette roulée. C'est un sport universel, donc c'est quelque chose de très important. Moi, j'ai construit ma vie d'homme grâce à l'éducation de mes parents, grâce à la société dans laquelle je vis, mais aussi grâce au football, parce que ça m'a appris des choses, ça m'a appris la joie, l'injustice, la solidarité, une forme de violence aussi, qu'il ne faut pas nier, mais qui est importante à la fois dans la vie et dans le football. Mais voilà, c'est quelque chose de très important et on doit s'appuyer là-dessus. Bien entendu, c'est juste un détail dans une vie d'homme et dans une vie de société. Mais c'est le droit à la différence intégré dans ce sport qui est une ode à la différence. Le football est un reflet de la société, donc il faut faire attention au football, parce que quand le football va mal, ça veut dire que la société va mal aussi, et inversement. Donc si on s'occupe du football, on s'occupe de la société. Moi je crois beaucoup à cette parabole juive des justes, qui dit que quand on sauve un homme, on sauve l'humanité. Et bien c'est ça, voilà. Si on sauve le football, on sauve la société aussi. Mon but, ça n'est pas exactement de lutter contre l'homophobie dans le football. Mon but, c'est se servir ensemble du football, avec des organisations comme celle de Pascal Brett, pour lutter contre l'homophobie dans la société française. Autrement dit, se servir de ce formidable vecteur de communication qui est le foot, parce que le foot aujourd'hui est devenu un média. Donc se servir du foot pour lutter contre les déviances de la société française, en particulier l'homophobie, la violence, le racisme, le machisme, etc. Parce qu'il faut que l'homophobie, dans nos stades et ailleurs, cela cesse. On ne force pas les gauchers à jouer du pied droit. Alors pourquoi les homos devraient-ils faire semblant d'être hétéros? Quand un nouveau arrive dans l'équipe, je dis toujours, joue comme tu es. On juge un joueur sur le terrain, pas ailleurs. L'homophobie ne vous fera jamais gagner un match. Un joueur gay, peut-être. Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, il y en a même qui ont les pieds carrés. Épauler son coéquipier, c'est le rendre plus fort. Je ne jouerai jamais avec un coéquipier hétéro. Ça vous choque? Eh ben c'est pareil. Ce qui est dramatique dans l'histoire, c'est que si on ne s'était pas créé, je pense que rien n'aurait changé vraiment. Donc nous, de par notre nom, déjà on a choqué en s'appelant ouvertement Paris Foot Gay. Ça a généré le refus d'un club de foot qui s'appelle le Créteil Bébel de jouer contre nous, sous couvert d'excuses religieuses. Donc vous êtes des homosexuels, on ne peut pas jouer contre nous. Donc là, ça fait un buzz médiatique absolument colossal. Malheureusement, Ramayad, qui était au cœur du projet que nous avions rencontré à l'époque et qui avait mis en place avec tout ce qu'on lui avait demandé de mettre en place, ou quasiment, notamment je pense à l'enquête d'Anthony Mette sur un état de l'homophobie dans le sport en général, pas que dans le football, qui n'a jamais été publié. Donc avec notre accord, ils ont utilisé notre charte pour faire signer les fédérations sportives. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui qui a signé, on croit savoir qu'il y en a 50.
mais on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après avec. Après avoir impulsé et après avoir donné notre charte au ministère, on a été éjecté du programme. On est tributaire pour faire quoi que ce soit d'argent. Je veux dire, quand on défend Yoann Lemaire, on prend un avocat, ça coûte de l'argent. Enfin, toutes nos actions coûtent de l'argent. Donc la Ligue de football professionnel nous aide à ce niveau-là. L'UCPF devait nous aider. Finalement, ça a été voté non. On n'a pas eu un centime. La FFF n'a toujours rien donné non plus. J'estime que c'est... Alors la mairie de Paris nous soutient, nous aide financièrement. On a des sponsors privés qui nous aident. Mais tout ça n'est pas assez. Enfin, je veux dire, ce qu'on fait, nous, au quotidien, quand on voit l'équipe, la LICRA ou SOS Racisme, ils ont des moyens colossaux avec des employés. Nous, on tient par du bénévolat, par très peu de choses. C'était David Ginola qui s'était engagé à aider les homosexuels s'ils en avaient besoin. Il ne faut pas non plus forcer les choses, mais dans le foot. Donc ça a été super sympa. Il y a une icône comme Ginola, parce qu'il avait dit aussi des grosses conneries sur les homos dans son passé. Donc voilà, il a rectifié le tir. Il avait déclaré à une question, est-ce que tu as déjà vu en 20 ans de carrière un homosexuel? Il a dit non, et je vais même dire plus. Je n'ai jamais vu de près ou de loin un homosexuel, ou alors, je l'aurais remarqué sous la douche. Sous-entendu, forcément, ça va bander sous la douche. Parce que lui, il bascule du jour au lendemain d'un vestiaire de mec à une vestiaire de nana. Donc, mais nous, c'est quelque chose qui est naturel, et c'est quelque chose qu'on connaît depuis l'enfance, quoi. Et c'est quelque chose qui est complètement asexué. Et donc, il a compris au bout d'un moment. Laissez tomber l'homophobie. C'est réservé aux petites tarlouses. Il est intéressant de voir d'ailleurs la réaction d'un garçon comme Louis Nicolin, qui est le président du club de Montpellier. Il a fait une remarque sur un joueur de foot. On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse. Il était totalement sincère, c'est pas du tout... c'est pas un homophobe, c'est pas quelqu'un... mais bon, voilà, c'est l'humour qui a souvent sa place, enfin, un humour qu'on peut tout à fait discuter, mais dans le langage footballistique ou sportif en général. Puis après, il s'est rendu compte, parce que ça a pris des proportions importantes, que... eh bien, qu'on déformait sa pensée. Et donc, il est devenu maintenant quelqu'un qui lutte et qui a signé la charte contre l'homophobie. Au début, on a eu du mal. On a eu du mal, c'est vrai. En 2008, c'était compliqué d'expliquer pourquoi on s'engageait là-dedans, nous, la Ligue, avec le Paris Foot Gay. Mais, vous voyez, ça fait tache d'huile. De plus en plus de clubs adhèrent, diffusent le clip. J'ai oublié de parler du clip vidéo qu'on avait fait ensemble. Où des joueurs se sont exprimés, moi aussi. Louis Nicolin, formidable, qu'on a souvent accusé d'avoir des mots parfois un peu excessifs. Louis Nicolin lui-même s'est engagé contre l'homophobie. Donc les mentalités évoluent. Il y a une chose assez drôle que dit Pascal Brett de temps en temps, c'est qu'il dit au fond, le Paris Foot Gay, c'est la seule association dont le seul rêve est de ne plus exister. Certains sportifs n'auraient pas bougé sur la question. Je pense à évidemment Vikash de Rasso, Lilian Thuram, voilà, des gens qui tout d'un coup, parce qu'ils sont des gens célèbres et emblématiques, prennent la parole sur un sujet de société et disent ce qu'ils en pensent. Et ça, c'est aussi grâce au Paris Foot Gay. C'est que sinon, ils n'auraient jamais pensé à prendre la parole là-dessus, quoi. L'action du Paris Foot Gay, qui a permis de placer cette question des discriminations dans le sport sur la place publique, l'action du Paris Foot Gay a contribué à ça, c'est-à-dire à faire en sorte qu'on ne puisse plus prononcer des propos homophobes qui passent inaperçus, mais à ne rien laisser passer. Ce serait beaucoup plus agréable d'aller dans des terrains, d'aller sur des terrains où on n'injurie pas l'équipe adverse, ou alors pour rigoler, pour plaisanter, quoi, mais pas avec une intention aussi malveillante, à la fois à l'égard de l'adversaire ou de l'arbitre, et à la fois à l'égard d'une catégorie de la population qui sont les homos. Quand j'ai plus eu de club, je pouvais plus jouer au foot, je ne voulais plus.
trop difficile de retrouver un club avec cette réputation-là. Je m'ennuyais. Hein. Et les soirs, à l'heure où je devais être avec mes potes à jouer au foot, j'ai pallié ce manque vraiment en rédigeant un bouquin, c'est vrai. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu être bête et naïf, parce que quand je refaisais tout de A à Z, je me suis dit, dès le début, tu aurais dû arrêter ou changer de club. Et c'était super, parce que ça me fait travailler un peu la tête, et puis c'est vrai que ça peut être une thérapie, hein, réellement, parce qu'à la fin, on se dit, ah, ben, ça fait vraiment plaisir. C'est génial de recevoir des courriers de gens qui sont en difficulté, qui vous disent, moi ça m'a aidé et je te remercie. J'ai pas eu de retour négatif. J'ai eu beaucoup de chance dans toute mon histoire, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Des gens, un petit peu par hasard, que ce soit des journalistes, et puis un jour, la politique. Par exemple, Ramayad, qui m'a soutenu très clairement dans la presse. J'ai pu la rencontrer et j'ai trouvé ça, c'était formidable, parce que derrière, subitement, ça se tasse un petit peu dans ma région. C'est-à-dire que dans la presse, quand ils lisent que Ramayad soutient Yoann Lemaire, les gens se disent « Ah oui, bon, pourquoi elle, Frédéric Terrier, aussi président de la Ligue de foot professionnel, quand vous avez des grandes pointures comme eux qui vous soutiennent, ça a un impact vraiment positif dans ma vie personnelle, c'est-à-dire autour de chez moi. » Et ça, heureusement que j'ai eu cette chance-là, parce que sinon ça aurait pu mal tourner. J'ai dû passer par la médiatisation pour jouer au foot, c'est ça qui est malheureux. Bon. Maintenant, j'y arrive. Ouf, grâce, une fois de plus, à Ramayad, qui était intervenu, j'ai retrouvé un club très rapidement, dans ma région, donc un club voisin à mon ancien club, qui était le FC Chaud. Donc, c'est là où j'ai commencé le football, d'ailleurs, ça s'appelle Vireux. Donc, je rejoue, ce qui est une bonne chose. Et aussi, je joue aussi avec le Variété Club de France à Paris, régulièrement, pour voilà, des matchs plus pour des associations... et jouer avec des anciennes gloires du foot. Donc c'est intéressant aussi de discuter avec eux pour avoir leur avis. Ça, c'est mon dernier maillot, avec une sélection ardennaise d'anciens pros, des gens que j'étais fan il y a 10, 15, même 20 ans. Quand j'étais gamin, j'étais fan de ces jours-là. Ils ont accepté de venir refaire un petit jubilé. Alors ça, c'est le maillot de Vireux, donc qui m'ont fait. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Puis le maillot du Variété Club de France, avec Carambeu, c'est le maillot à Carambeu qui me l'avait gardé après, avec pareil, jubilé Yoann Lemaire le 25 septembre 2011. Donc c'est des super beaux, des beaux souvenirs, quoi, parce que c'est un grand exemple de dire, voilà, il y a 22 anciens pros, 22 joueurs qui viennent à Vireux, chez moi, dans mon petit village. Voilà, c'était extraordinaire. Au jour d'aujourd'hui, je suis très heureux parce que voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais le truc principal, c'est que je sens que ça a évolué dans ma région. Bon, on démarrait de bien bas, c'est vrai, donc ça ne peut qu'évoluer, mais là, maintenant, on sent que ça se passe mieux, on peut en parler avec plein de gens, même à mon boulot, voilà, on en parle, et c'est simplement ça, quoi, le fait d'en parler simplement, voilà. Il n'y a rien de mal, et les gens, ben voilà, ils sont moins intolérants, donc plus tolérants pour l'homosexualité. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment... Et je connais de plus en plus d'homosexuels dans ma région. Et ils se dévoilent un peu plus. Donc non, il n'y en a pas de plus en plus, mais ils osent le dire plus. Donc ça, c'est super. Ce qui me rassure, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages depuis de d'autres footballeurs et voilà, qui viennent discuter avec moi via Internet ou ils sont même venus ici, c'est arrivé, pour avoir des conseils, pour me dire que c'est bien, pour me dire comment je pourrais faire. Donc voilà, ça, le positif, c'est qu'on peut se rendre compte qu'il y en a beaucoup plus qu'on le croit, des footballeurs, amateurs et homos, et ils ont envie d'en parler, ils ont envie de passer le cap. Il ne faut pas se dire c'est impossible, on ne va pas y arriver, ça va être trop compliqué. Non, il faut dire non. À chaque fois que des choses ont changé dans le monde, c'est parce qu'une poignée de personnes au début ont dit non, il faut que ça s'arrête. Et après, petit à petit, il y a d'autres gens qui viennent se greffer sur ce combat, et puis d'un seul coup, ça devient une évidence. Voilà, c'était comme ça pour le droit de vote des femmes, par exemple. Il y a une poignée de femmes qui se sont révoltées, et puis d'un seul coup, c'est devenu une évidence. Alors après, ce sont les circonstances historiques qui ont fait que c'est devenu une évidence. Mais il y a eu un combat au début. Et il faut se battre. Il faut refuser de baisser les bras et de se dire que ça va être trop compliqué et qu'on ne va pas y arriver. Quand on parle d'homosexualité, il faut parler d'amour avant de parler de sexualité. Et au fond, deux hommes qui s'aiment ou deux femmes qui s'aiment, c'est de l'amour. Voilà. Et je crois qu'en partant de là,
le message passe beaucoup plus facilement. C'est vraiment d'arriver à cette banalisation, à cette acceptation de l'autre. Et évidemment, c'est encore un long travail où chacun doit montrer le chemin. Les pouvoirs publics qui ont un rôle pour que justement on ne considère plus l'homophobie comme de la simple liberté d'expression. Et puis ces dirigeants, à la fois de clubs sportifs amateurs comme de clubs professionnels, qui aujourd'hui ne doivent plus accepter, ils n'acceptent plus souvent, parce qu'il y a beaucoup de joueurs étrangers dans les clubs, on accepte vraiment très difficilement, enfin, le racisme. Eh bien, ils doivent être aussi vigilants sur l'homophobie et gérer le sexisme, parce que le sexisme dans le sport est quelque chose d'extrêmement important. Ils doivent être aussi vigilants qu'ils le sont sur le racisme. On pourrait croire comme ça que c'est une cause insensée. Non, faire bouger les mentalités du monde du foot sur la question de l'homosexualité, c'est un beau combat. On joue au ballon. Ouais, on joue au ballon. Qu'on soit noir, blanc, arabe, catholique, juif, de droite, de gauche, homo, hétéro, on n'en a rien à foutre. On joue